Très ravi de vous savoir fidèle au journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons ce numéro avec bien sûr le sommaire. Au sommaire de cette édition, la conférence annuelle du CADU, la 11e édition se tient à Cotonou au Bénin. L'Algérie, troisième pays consommateur de pétrole en Afrique, le pays absorbe 412 000 barils par jour. Enfin, les arrivées de touristes internationaux en Afrique sont en hausse de 6,5%. Depuis lundi dernier, Cotonou accueille la 11e édition de la conférence annuelle du CADU organisée par l'Alliance africaine pour le CADU. Cette rencontre qui se tient donc dans la capitale béninoise vise à servir de plateforme pour encourager les partenariats stratégiques, mais aussi les investissements, le partage d'expériences et les affaires. Pendant 4 jours, des experts de l'industrie du CADU à travers la chaîne de valeur, des producteurs, des négociants, des transformateurs, des exportateurs, des institutions gouvernementales, mais aussi des équipementiers et des prestataires de services vont réfléchir ensemble sur l'organisation de la filière anacarde, les voies et moyens pour stimuler la production et l'avenir de sa transformation en Afrique sont aussi au cœur de cette 11e édition. Je vous propose ici de suivre un extrait des propos du ministre d'État béninois en charge du plan et du développement, Abdoulaye Biotchané, des propos recueillis à l'ouverture de cette 11e conférence annuelle du CADU à Cotonou. En abritant les travaux de cette 11e session, le Bénin se sent honoré, tout en nourrissant l'espoir que les résultats de vos travaux seront d'une grande utilité pour l'ensemble des acteurs intervenant dans le secteur du cajou dans nos pays africains respectifs. Le Bénin, à l'instar de l'ensemble des autres pays producteurs, a compris l'importance et l'intérêt que revêt le cajou dans le développement socio-économique, non seulement pour la génération de revenus, mais aussi et surtout pour la création d'emplois, particulièrement en milieu rural. C'est pourquoi notre programme d'action du gouvernement a retenu au titre des priorités la filière cajou sur la liste des filières agricoles phares devant faire l'objet d'actions spécifiques pour son développement. Cependant, il importe de noter que la réussite de nos différentes initiatives ne sera effective qu'à la faveur du dialogue soutenu entre les différents acteurs, y compris ceux des gouvernements. L'Alliance du cajou africain constitue sans nul doute un des acteurs clés de ce dialogue qui se veut constructif avec l'ensemble des partenaires et dont le rôle sera déterminant pour la réalisation effective des objectifs poursuivis par le CICC. L'Algérie occupe désormais la 3e place des pays consommateurs de pétrole en Afrique, avec une consommation d'au moins 412 000 barils jour. Alger est devancé par l'Égypte avec une moyenne de 853 000 barils jour et l'Afrique du Sud, pays le plus industrialisé du continent africain, avec une consommation de 560 000 barils jour. Il faut dire que le reste du continent totalise 2,1 millions de barils consommés par jour. Le secteur touristique africain a attiré de plus en plus de visiteurs en 2017. Les arrivées de touristes étrangers sur le continent noir ont augmenté de 6,5%. C'est en tout cas ce que révèle le cabinet international d'études de marché Euromonitor. 18,55 millions de touristes étrangers ont foulé le sol africain en 2017. Ces chiffres publiés par le cabinet international d'études de marché Euromonitor sont en hausse de 6,5%
par rapport à l'année 2012 où les arrivées des touristes étrangers en Afrique se chiffraient à 16,32 millions. Plusieurs facteurs auraient favorisé cette légère hausse, notamment la disponibilité croissante d'outils numériques qui unifient la réservation de vols et d'hôtels et la planification de tout le séjour au sein d'un seul service. Autre facteur favorable, l'engouement de plus en plus fort des riches visiteurs étrangers pour la découverte des endroits les plus exotiques d'Afrique à travers le tourisme de niche comme les safaris et l'écotourisme. Les destinations les plus prisées en 2017 sont l'Afrique du Sud, le Kenya, la Zambie, le Botswana, le Nigeria, le Mozambique, le Cameroun, l'île Maurice et la Tanzanie qui se sont taillés les 70% des arrivées. À l'horizon 2022, les arrivées internationales en Afrique subsaharienne devraient atteindre 25 millions, favorisées par les tarifs plus compétitifs par rapport à d'autres destinations présentant les mêmes atouts. Il faut dire que l'Égypte n'a pas tiré un réel profit de cette embellie du tourisme africain et cela se ressent particulièrement à Luxor, une ville considérée comme le fleuron du tourisme archéologique du sud du pays. Un pays où près de 4 millions de personnes travaillaient directement ou indirectement dans ce secteur avant la révolution de 2011. Depuis le soulèvement populaire de janvier 2011, qui avait provoqué la chute du dictateur Hosni Moubarak en Égypte, les temples antiques sont désertés et le pays reste plongé dans la crise économique. Après un record de 15 millions de visiteurs enregistrés en 2010, le tourisme égyptien, qui fait les frais d'une instabilité chronique, n'a attiré que 5,3 millions de visiteurs étrangers en 2016. Cet effondrement spectaculaire se fait ressentir ici à Luxor, fleuron du tourisme archéologique du sud de l'Égypte, où un groupe extrémiste avait tué 58 touristes étrangers il y a 20 ans. Ici, propriétaires de magasins et hôteliers se tournent les pouces en attendant des lendemains meilleurs. Auparavant, je n'arrivais pas à compter mon argent. Avant, l'une de mes poches était pleine de dollars et d'euros, et l'autre de livres égyptiennes. On travaillait d'arrache-pied et tous les gens travaillaient fort. Mais en ce moment, on passe l'essentiel de notre temps à lire les journaux et à bavarder. Avant, les touristes dépensaient beaucoup d'argent. Ils achetaient des articles artisanaux et notamment des tapis, des papyrus et des statues. Avant, il y avait de l'argent et les touristes se promenaient dans les monuments et se baladaient en calèche. Mais lorsque le nombre de touristes a diminué, et notamment le nombre de touristes étrangers, les habitants de Luxor ont commencé à souffrir. Avec près de 12 milliards de dollars de recettes en 2010, le tourisme est l'une des principales sources de revenus de l'Égypte. Le secteur a généré 1,3 milliard de dollars au cours des 3 premiers mois de 2017. Comparé à 2016, ses revenus ont augmenté de 128%. Cette amélioration est attribuée à la venue de nouveaux touristes, étrangers ou indiens, et également à une progression du tourisme venu du Golfe. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve juste après une petite pause pour la suite. Et nous retrouvons ainsi Casimir Pédio pour le débat du jour. Bienvenue Casimir. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez à Djibouti. Djibouti qui a prévu une croissance de 7% pour cette année 2017. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Alors, quel bilan faire ? Il faut déjà retenir que les prévisions, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. L'État djiboutien a pu réaliser cette performance-là grâce à un certain nombre de mesures de disposition qui ont donc permis au pays de réaliser un taux de croissance de 7% comparé à 2016 où le taux de croissance était de 6,5%. Djibouti, aujourd'hui, c'est ce pays-là qui est en train de renaître de ses cendres des difficultés économiques liées au coût du brut du pétrole. Certes, Djibouti n'est pas un pays exploitant du pétrole, mais la situation à l'international a affecté l'économie de ce pays, qui est la plaque tournante du commerce international, notamment du trafic au niveau de son port. 40%
du total donc, du trafic mondial passe donc par ce pays-là. Et aujourd'hui, le pays est en train de reprendre progressivement du souffle avec un taux de croissance 2017 de 7%, projeté donc en 2018-2019. Djibouti pourra réaliser les performances économiques tant souhaitées par les institutions de Bretton Woods telles que la Banque mondiale et le FMI. Kazmik Bidjan, on a constaté cette année une forte présence de la Chine dans ce pays. Qu'est-ce que la Chine, justement, apporte à cette croissance de Djibouti? La Chine est intéressée par le port, notamment l'économie offshore, comme on peut le dire. Après, donc, la France, les États-Unis et le Japon, la Chine se positionne comme le quatrième pays, le quatrième donc, investisseur au niveau donc, du port de Djibouti. Il faut déjà dire que, fort de ces 40% donc, du trafic mondial, Djibouti, aujourd'hui, grâce à sa position géographique située donc, entre le golfe d'Aden et la mer Rouge, Djibouti, ça va être aujourd'hui la porte d'entrée au niveau donc, de l'Afrique de l'Est et notamment au niveau donc, de la Corne de l'Afrique pour certains pays comme l'Éthiopie. Djibouti est donc en train de chercher des partenaires techniques et financiers et la Chine a été donc la première nation donc, en termes d'investissement à tendre la main à Djibouti. Il faut déjà dire que si Djibouti a pu atteindre donc, le taux de croissance de 7%, c'est grâce aux investissements directs étrangers dont la Chine a joué un grand rôle donc, déjà dans ce transfert de devises au niveau du pays. Et aujourd'hui, la Chine pourra accompagner les projets de réalisation d'autres ports, tels que le port de Goubé et également le terminal minéralier donc, de Tadjoura, qui aujourd'hui, ça va être les infrastructures de grande envergure qui pourront donc permettre à l'économie djiboutienne de mieux se porter dans les 5 voire 10 prochaines années. Justement, Kazmik Bidjan, nous savons que l'État djiboutien repose sa politique sur la vision 2035. Qu'est-ce que vous en pensez exactement? C'est quoi le contenu? À 2035, le gouvernement djiboutien pourra atteindre un taux de croissance de 2 chiffres, voire, selon les prévisions, le Djibouti comptera autour de 15 voire 20% donc de taux de croissance. Et pour y arriver, le pays a déjà engagé des réformes, je l'ai dit tantôt, en diversifiant déjà son portefeuille au niveau des partenaires techniques et financiers. Vous voulez dire que c'est bien parti pour atteindre ces objectifs-là? C'est bien parti pour le pays si éventuellement d'autres situations très peu inconfortables ne venaient pas donc perturber l'évolution normale des choses. Si également le pays continue sa politique en faveur donc de certains pays de la de sa sous-région, je veux parler de l'Éthiopie avec la connexion en énergie électrique. Si le pays continue également à investir beaucoup plus dans le social, c'est-à-dire à construire des infrastructures socio-communautaires de développement de base, eh bien Djibouti pourra donc atteindre cette perspective 2035 qui est justement, à quoi va ressembler le pays cette année-là? À cette année, le pays va ressembler à un pays bien gouverné déjà, à un pays qui a amorcé donc le développement sur le continent, notamment au niveau de la zone. Le pays va aussi ressembler à ce pays où désormais le trafic maritime va connaître une croissance et enfin le pays pourra drainer assez de touristes parce que Djibouti c'est aussi le tourisme, c'est les télécommunications et c'est les services. Donc Djibouti pourra être ce pays où beaucoup d'investisseurs, en tout cas de l'Asie, pourront poser leurs valises pour prospérer l'économie djiboutienne. Merci beaucoup Kazmik Bidjan. Le prochain rendez-vous avec vous sur ce plateau, c'est demain. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, voilà, nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus chez vous. On se dit à demain, mais d'ici à là, suivez-nous sur notre site internet, c'est le www.sikatv.info.